deuxième journée des assises. Et en introduction à ces journées, avant de démarrer nos sessions, on va vous passer une petite vidéo qu'a enregistrée pour nous l'adjoint au maire de Nice. Et ensuite, nous nous mettrons en visioconférence avec monsieur Olivier Poivre d'Arvor, qui interviendra pour nous parler de l'organisation de la conférence des Nations Unies qui aura lieu à Nice en 2025 et qui souhaite échanger avec nous en visioconférence. Voilà, donc bienvenue pour cette deuxième journée et puis allez, on se met au boulot, comme on dit. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Nice, ancien ministre en charge de ces territoires, ancien ministre aussi de l'Industrie, je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous souhaiter des plus belles assises de la mer ici dans votre beau territoire. Vous avez un territoire exceptionnel, vous êtes en avant-garde aussi des problèmes de la mer et vous allez pouvoir travailler dans ce colloque sur l'innovation, sur le futur, sur les ports, mais sur les grands fonds, sur la décarbonation, sur la sécurité en mer, préserver ce territoire merveilleux de tous les jours, où vous vivez vous tous les jours, les pieds dans l'eau. Donc vous allez nous apporter de l'information, des connaissances, des conduites à tenir et nous sommes très heureux de pouvoir participer à ces premières assises de la mer. Vous avez un lagon incroyable, une vie biologique, une biodiversité inimaginable. Vous avez réalisé dans votre territoire, en 2007, un colloque sur les aires marines protégées, au moment où nous installons une aire marine protégée. Donc vous voyez que vous pouvez aussi, on pourra avoir de la communication entre nous, des perspectives, un développement important. Et puis bien sûr, il y a aussi toute la problématique de la vie économique qui va être développée et où nous serons attentifs. Nous pourrons aussi échanger. Et bien évidemment, au niveau de l'Océan 2025, de ce colloque incroyable qui va se tenir à Nice, vous serez avec nous, la main dans la main, pour travailler ensemble et pour voir comment, de votre territoire et du nôtre, en continu, nous pouvons protéger ces océans. Et je n'oublierai pas, puisque vous avez un chapitre qui est installé, qui est prévu dans votre colloque, et ça c'est formidable, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement marin, point essentiel. Petit pas, début de nos enfants pour protéger notre grande mer, pour protéger votre territoire. Encore une fois, je dis exceptionnel. Lorsqu'on fait de la plongée, lorsqu'on fait de la nage, lorsqu'on le découvre, on comprend combien chez vous, la mer, c'est aussi un territoire essentiel. Je vous souhaite donc pour ces premières assises de la mer, au nom de Christian Estrosi, au nom de notre métropole, au nom de la ville de Nice et au nom d'Océan 2025 Futur, les plus belles assises, les plus belles rencontres. À très bientôt. Monsieur Poivre d'Arvor, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour, bienvenue, Bonjour à vous. bienvenue au sein de ces assises de l'économie maritime Indo-Pacifique. Et nous sommes à l'écoute pour le message que vous souhaitez nous délivrer concernant la conférence des Nations Unies 2025 qui sera donc organisée à Nice et dont vous êtes en charge pour une grande partie. Nous vous écoutons. Merci à vous. D'abord, bonjour à mes amis qui sont ici présents et que je ne nomme pas, mais que je presse contre mon cœur. Et je suis heureux que vous ayez pu organiser ces assises qui sont importantes pour deux raisons. D'abord parce qu'elles vont parler d'un sujet majeur qui est celui de l'importance économique de l'océan. Et à travers l'importance économique de l'océan, évidemment, de l'homme, des êtres humains qui en vivent sous différentes formes que vous connaissez évidemment, que ce soit la pêche, que ce soit le transport maritime, les activités portuaires, le tourisme, toutes ces activités qui font que l'océan est dans son exploitation durable, évidemment, une opportunité importante. Et puis, je suis évidemment doublement intéressé par le fait que vous soyez là où vous êtes, c'est-à-dire dans le centre névralgique. C'est peu le dire aujourd'hui, mais demain, dans 5 ans, ou même dans 2 ans, au moment où la conférence des Nations Unies à Nice se tiendra en juillet 2025, il est évident que cette zone sera plus stratégique encore par sa double dimension Indo-Pacifique, ces deux océans, en tout cas celui que vous côtoyez tous les jours ici en Nouvelle-Calédonie, mais aussi cette zone qui fait que, d'ailleurs, parfois sans un contenu très maîtrisé, nombre de puissances, et la France aussi d'ailleurs, construisent des stratégies indo-pacifiques. On ne construit pas beaucoup de stratégies méditerranéennes ou atlantiques, si ce n'est évidemment dans des cadres de sécurité comme l'OTAN, mais
cette non pas mode, mais cette apparition des stratégies indo-pacifiques de grandes puissances, que ce soit évidemment le Royaume-Uni, que ce soit évidemment 3 fois les États-Unis, mais naturellement les Français, en quelque sorte, pour les raisons géographiques que vous connaissez mieux quiconque, par la présence d'1,650,000 habitants dans cette zone, 93%, je crois, de la zone économique exclusive française qui est située dans les océans Indien et Pacifique, c'est considérable, et par tous les Français qui vivent dans les États, près de 150 000 qui sont près de chez vous, 7 000 filiales d'entreprises implantées et près de 9 000 militaires en mission au sein des forces prépositionnées dans la région. Cette région, elle est centrale, non pas pour imaginer des feuilletons de science-fiction qui nous feraient croire que la guerre va s'y faire sur la mer, mais néanmoins, c'est vrai que parmi les 3 espaces que nous identifions comme des espaces stratégiques maritimes, il y a celui de la Méditerranée orientale, localisé sur la question principalement des hydrocarbures et de la volonté que nous n'acceptons évidemment pas des Turcs vis-à-vis de nos amis grecs de s'en emparer. Le deuxième espace, j'en reviens, j'étais il y a 2 jours à Reykjavik, en Arctique, et c'est évidemment le centre arctique, le cercle arctique, cet espace où à la fois les hydrocarbures et la perspective peut-être d'un renversement un jour, quand les glaces auront fondu complètement sur le trajet de la route nord, cette perspective d'un commerce qui basculerait de Suez vers la route qui est en partie maîtrisée largement par les Russes. Troisième espace, c'est évidemment, pour toutes les raisons que nous savons, parce que nous sommes dans un espace qu'Édouard Glissant aurait appelé d'archipélique, en quelque sorte, constitué d'États insulaires, de très grandes puissances, avec d'immenses territoires, et puis de petits territoires, mais néanmoins extrêmement importants, avec des grandes zones économiques, beaucoup plus d'une certaine manière d'ailleurs que la Chine elle-même, qui est un immense territoire, mais avec une petite ZEE, alors qu'évidemment, toutes ces îles, nous en faites partie évidemment en Nouvelle-Calédonie, et l'ensemble des îles du Forum des îles du Pacifique, évidemment, nous parlent beaucoup et interpellent au-delà du cercle régional l'ensemble de l'humanité, la communauté internationale, sur les effets du changement climatique. Vous êtes peut-être les producteurs des images les plus fortes de ce changement climatique. Rappelez-vous ces images des tsunamis, des ouragans, des cyclones, et puis aussi ces messages très forts qui ont été passés à travers des dirigeants, notamment d'un certain nombre de pays du Forum des îles du Pacifique, montrant les effets très concrets de l'élévation du niveau de la mer. Donc ici, plus qu'ailleurs, vos cœurs, vos oreilles, votre énergie sont tournés vers la mer et évidemment vers ces enjeux. Alors ces enjeux, il n'y a pas de miracle. Si vous laissez la mer à tout le monde, sans règles, sans gouvernance, avec la libre exploitation de tous les territoires, évidemment ceux des zones exclusives économiques, mais aussi ceux de la haute mer et des fonds marins, vous arriverez à une catastrophe, non pas climatique, mais provoquée par l'homme, qui ajoutera à ces effets du changement climatique un peu plus de malheur. Donc il faut pouvoir gouverner l'océan. Et gouverner l'océan, c'est très nouveau. D'une certaine manière, ce traité de la haute mer, qui est consécutif 40 ans après à cette extraordinaire convention des Nations Unies, constitution des Nations Unies, qui est la convention de Montego Bay, tout ça est très récent. Avant Montego Bay, on pourrait peut-être se référer à cette séparation du monde entre l'Espagne et le Portugal en 1496, je crois, le traité de Tordesillas. D'une certaine manière, pendant 500-600 ans, la mer était libre. La mer était un vecteur de transport, une source de profit, de richesse, mais en même temps, elle n'appartenait qu'à ceux qui avaient bien envie de la posséder, c'est-à-dire en gros les grands États européens, quelques États, la Chine du temps de Chenghe, mais c'était il y a quelques siècles quand même, et c'était d'abord un instrument de déplacement, de circulation, de positionnement dans l'espace non seulement maritime, mais dans l'espace des nations. Depuis Montego Bay, depuis 40 ans, depuis les Nations Unies, avant évidemment, il en est tout à fait différemment
pensée et désirée aujourd'hui par les États. La réalité même de l'importance de l'océan, son importance sur nos systèmes, sur notre santé, sur notre respiration, sur notre préservation par rapport à cette montée terrible du carbone partout, tous ces aspects sont aujourd'hui connus. Alors, quand on veut aller un peu plus loin, on explique que l'océan peut non seulement nous sauver, nous permettre de respirer, mais aussi va nous guérir, va nous nourrir. Ça, nous le savons, ces vertus-là, plus ou moins d'ailleurs. Mais l'océan est vraiment pris en considération et nous sommes, je pense, aujourd'hui à une sorte de point de bascule intéressant où, pour la première fois dans la conscience humaine, pas seulement des marins, mais le paradigme est à renverser. L'océan n'est plus cet objet à la fois effrayant, inconnu, immense, et en même temps que nous voulons conquérir et donc exploiter. Mais cet océan est notre ami. Cet océan, peut-être si nous ne sommes pas amis avec lui, si nous approchons trop de lui, si nous le traitons trop, si nous le massacrons trop, peut-être aussi notre ennemi. Mais nous avons une relation beaucoup plus intime à l'océan. Alors, on a beau dire, et vous pouvez répéter autant que possible que l'océan représente 72% de la surface du globe. Dans le fond, ce n'est pas ça qui va nous faire bouger, en tout cas faire bouger les citoyens. Non seulement il fait 72% du globe, mais si vous ajoutez le système de l'hydrosphère, qui fait que les fleuves, les zones humides, l'ensemble de ces zones, et aussi celui de la cryosphère, celui de la glace, dont je m'occupe aussi particulièrement comme ambassadeur des océans et des pôles, mais vous y ajoutez évidemment l'Arctique, l'Antarctique, les glaciers, tout ce système qui finalement n'est qu'un et qui, un jour ou l'autre, se retrouve dans ce qu'on appelle la mer, c'est 80% de la surface du globe. Mais ça ne suffira pas d'aligner des chiffres qui sont pourtant extrêmement explicites pour faire que cette conscience se transmette aux États et aux entrepreneurs et aux citoyens. Je crois qu'ils sont les trois acteurs qui doivent avoir pour principal informateur les scientifiques. Et je voudrais saluer celles et ceux qui, parmi vous, font ce travail de science, qui est un travail souvent sur des très longues traînes, des durées très longues pour analyser, pour recueillir des données, pour échantillonner. Et ce travail est absolument indispensable. Donc, si on veut parler d'océan, et ça sera ça la manière dont nous le ferons à Nice, à l'UNOC, c'est d'abord en commençant par la science. Du 4 au 7 juin 2025, nous aurons, je crois, le plus grand rassemblement d'océanographes, de biologistes, de physiciens, de spécialistes de l'océan qui seront là, 3000 réunis grâce à l'aide du CNRS d'Ifremer, Jean-Pierre Gattuso et François Ollier, qui vont, à travers One Ocean Science Congress, produire, quelques jours après, 2 jours après, pour les leaders et les chefs d'État et de gouvernement, nous espérons avoir une centaine de leaders et de chefs d'État présents à Nice, des recommandations, mais des recommandations qui devront être plus que des recommandations ou des bonnes ou des quelques idées pour la bonne conscience. Il faut que ça soit véritablement un plan d'action. Et donc, c'est à travers cette première réunion que commencera la conférence de Nice, en même temps qu'à Monaco, grâce au soutien de la principauté de Monaco, d'ailleurs, du 7 au 8 juin, quelques heures avant que la conférence ne commence elle-même le juin, l'ensemble du monde économique et financier qui se penche sur le berceau des océans sera réuni pour, là aussi, par un travail qui a été mené par Pascal Lamy déjà depuis quelques semaines et qui va l'être par toute une équipe internationale, les grandes banques, les grands organismes des Nations Unies, proposer un certain nombre de mesures dans le domaine économique, sur la pêche, la surpêche, en lien par exemple avec ce qui est fait à l'OMC sur les subventions illégales, mais aussi évidemment avec l'OMI sur la décarbonation du transport maritime, mais aussi sur d'autres activités économiques, évidemment, que vous connaissez, qui peuvent aller des câbles jusqu'aux énergies éoliennes. Mais au-delà de ces règles et de ces économies qui doivent veiller, évidemment, à la préservation, à l'environnement, à la décarbonation, il y a évidemment la question du financement. L'ODD 14, on le dit, on le répète, c'est un formidable indicateur de l'état de l'océan. Mais bon, ça n'intéresse aucun financier. On ne fait pas de l'argent avec le DD14. Et c'est vrai que des mécanismes financiers, j'espère, pourront être proposés à cette occasion-là. Et puis, la troisième pré-conférence avant Nice sera consacrée sous la conduite de Christian Estrosi, à qui le président de la République a confié cette mission de rassembler
les grandes villes littorales du monde, les grandes régions littorales menacées par l'élévation du niveau de la mer, car je pense que c'est là un objet extrêmement visible dans votre région plus particulièrement, mais aussi pour l'ensemble du monde, puisque aujourd'hui, nous disons, en tout cas avec les scientifiques du GIEC, que le mètre ou le mètre 20 en 2100 est assuré en termes d'élévation du niveau de la mer. Voilà, ça vous donne évidemment les enjeux de cette conférence qui après se tiendra pendant 5 jours. On aura 192 pays autour de la table. On veut faire avancer, le président de la République veut faire avancer, et moi, comme son envoyé spécial, je m'y emploierai autant que possible avec vous. Des grandes négociations, BBNJ, il est temps de se lancer dans les ratifications. 60 permettront qu'une COP se mette en route. Il est temps d'avancer, évidemment, sur les subventions illégales, ou de reculer plutôt sur les subventions illégales à la pêche, à la surpêche, évidemment. Mais il est temps d'avancer sur d'autres sujets. Le traité plastique, nous espérons qu'il sera conclu à cette période, mais nous sommes évidemment prêts aussi à accueillir une session qui permettrait que ce traité, s'il n'était pas signé d'ici la fin 2024, le soit à Nice, parce qu'évidemment, tout ce qui touche au plastique arrive dans l'océan. Il y a d'autres négociations de ce type. Nous sommes, avec vous d'ailleurs, je crois, le Parlement de Nouvelle-Calédonie aussi, fermement opposé à l'exploitation aujourd'hui des fonds marins, faute d'avoir une connaissance suffisante. Et c'est aussi un combat que nous mènerons. Mais nous le mènerons d'abord avec le Costa Rica, puisque nous sommes en tandem. Et puis nous le mènerons dans le cadre des Nations Unies, c'est que nous serons d'abord des hôtes, mais des hôtes vigilants à ce que l'agenda soit ambitieux, à ce que nous fassions peut-être pour l'océan ce qui a été fait en 2015 à Paris pour le climat, à travers la COP 21, c'est-à-dire un point de vraiment de basculement à partir duquel, au-delà du blue traditionnel auquel nous nous livrons tous plus ou moins un jour, consiste à dire que le sang est merveilleux, qu'il est beau et qu'il faut le protéger, être très concrètement sur des sujets, des situations locales, régionales, la lutte contre les sargasses, par exemple, dans les Caraïbes, et d'autres sujets très concrets et vraiment faire de sujets un grand sujet politique. L'océan nous réunit, nous rapproche, il est si important depuis des siècles qu'il faut qu'aujourd'hui nous soyons à la hauteur de sa réputation et que nous fassions tout pour que, et je pense notamment au sujet de la cryosphère, nous allons organiser dans quelques jours, en présence du président de la République, un sommet consacré à l'effondrement de la cryosphère dans le monde, que ce soit les glaciers, évidemment, les grands glaciers, que ce soit le Groenland, l'île du Groenland ou l'Antarctique. Nous sommes dans une situation d'accélération, malheureusement. Et s'il faut retenir un seul message, il n'a pas grand-chose à voir avec la mer, mais il faut à tout prix laisser au fond des océans ces hydrocarbures, ce charbon, ce gaz qui s'y trouve si bien. Et il faut donc vraiment arrêter de l'exploiter. Il faut en convaincre certains pays, y compris d'ailleurs en Europe ou dans la proche Europe, car nous n'irons mieux les uns les autres, vous comme nous, là où nous sommes, dans nos différentes positions, que si ces émissions de gaz à effet de serre s'arrêtent. Il n'y a pas d'autre solution. Le message est très simple. Il doit être pris au sérieux par l'ensemble des entreprises, par l'ensemble des États, mais aussi par l'ensemble des citoyens. Voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de réflexion. J'attends beaucoup de ce que vous tirerez comme conclusion de ces assises de l'économie maritime en Indo-Pacifique. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment vous, dans cet espace régional si stratégique, si aujourd'hui fantasmé d'ailleurs parfois avec cette puissance de la Chine qui évidemment pour certains fait peur, d'autres fascine, mais qui font quand même, vous avez là la plus grande puissance maritime en tout cas qui se prépare à l'être, que ce soit dans la pêche, parfois dans la pêche plus ou moins légale, mais aussi dans le domaine militaire puisque, comme vous le savez, la Chine est en train de passer en tonnage devant les États-Unis, mais là n'est pas le sujet de ces assises, ce n'est pas les questions stratégiques, mais évidemment, et c'est très important de pouvoir faire de cette région une région paisible, riche en innovation, en technologie. Je pense à tout ce qui est fait dans votre territoire de Nouvelle-Calédonie, sur les énergies, sur l'exploitation durable de la mer, sur un rapport aussi très personnel à la mer. Et puis, je voudrais faire un petit salut, parce qu'il vient de m'envoyer un petit SMS, et c'est peut-être mon grand frère, celui qui m'a initié un peu ces dernières années à ce monde de l'océan. Il est avec vous, il a beaucoup fait.
Et c'est Francis Vallat que j'embrasse en effet, ainsi que Frédéric Moncani qui doit être parmi vous et l'ensemble des équipes du cluster maritime. Voilà. Merci enfin à toutes et à tous et à bientôt. En tout cas, je vais essayer de suivre un peu vos débats si c'est possible. Et bien évidemment, nous vous gardons en ligne. Je sais qu'il est tard en métropole, mais en tout état de cause, si vous pouvez rester... Je vois aussi des amis, je pense à Teva, que j'embrasse. Enfin, il y en a plein, vraiment, évidemment, qui se reconnaîtront. Et j'ai eu un grand bonheur à visiter ce territoire il y a maintenant quelques semaines.